Bonjour, je suis Adèle. Ici, vous découvrirez des voyages qui ont bouleversé la vie et chamboulé les convictions d'hommes ou de femmes de tous âges et de tous horizons. Chaque semaine, je reçois un invité qui me raconte en quoi un pays a transformé sa vision du monde ou l'a poussé à quitter un mode de vie qui ne lui correspondait plus. Alors laissez-vous porter par le premier podcast qui raconte une histoire autour d'un voyage. Bienvenue chez les Frenchies autour du monde, le podcast des voyages qui ont du sens. Si vous voulez suivre les coulisses du podcast et être informé des dernières nouveautés, n'hésitez pas à vous abonner au compte Instagram et au compte Facebook Frenchies autour du monde. Les liens sont directement dans la description de l'épisode. Le podcast est également diffusé toutes les semaines sur la web radio Allô la planète. Je vous souhaite une belle découverte sur allolaplanète.fr. À peine la vingtaine, et David quittait déjà la France sans savoir qu'il ne reviendrait plus y vivre. En effet, pendant près de 20 ans, il a voyagé et habité aux quatre coins du monde, en Irlande, à Londres, en Afrique du Sud et même au Pérou. Puis, il a croisé sa compagne canadienne, avec qui il s'est finalement installé à Calgary avec leur fils. Mais alors, vous allez me dire, et les macarons dans tout ça ? Vous verrez que David est ce genre de personne qui se laisse porter par les opportunités. Alors quand il a croisé un chef qui lui a proposé d'apprendre la pâtisserie, il a directement saisi l'occasion, jusqu'à se prendre de passion pour les macarons et à ouvrir sa propre boutique. Et si je vous disais même qu'il est devenu jury dans l'émission canadienne Wall of Bakers, notre top chef à nous. Et oui, rien que ça. Allez, je ne vous en dis pas plus et vous souhaite une très belle écoute en compagnie de l'inspirant David. Hello David, Bonjour, bienvenue dans le podcast. merci. Ça me fait super plaisir d'échanger avec toi aujourd'hui parce que on va parler du Canada déjà et en plus on va parler pâtisserie, donc deux passions. En effet, parfait. Moi, ça me fait plaisir de partager mon expérience avec tes auditeurs et puis avec toi. Eh bien, écoute, on va commencer par une petite présentation donc pour les auditeurs, nous donner ton prénom, ton âge, d'où est-ce que tu viens en France et nous dire en 2-3 mots ce que tu fais maintenant dans la vie puisque on va en parler longuement dans cet échange. Alors, David Rousseau, j'ai 43 ans, je viens de Nantes, dans l'ouest de la France, et ça fait 12 ans que je suis au Canada, et ça fait 10 ans que ma partenaire et moi avons ouvert une pâtisserie française où on fait des macarons sur Calgary, en Alberta. On va rembobiner un peu. Déjà, j'aimerais bien que tu nous parles un peu de l'origine de ta passion pour le voyage. D'où est-ce que ça t'est venu? Est-ce que c'était dans l'enfance ou est-ce que c'est plutôt sur le tard que tu as découvert ça? Non, moi j'ai eu la chance de grandir dans une famille qui m'emmenait en vacances l'été. En fait, on a beaucoup voyagé quand j'étais petit et j'ai eu le goût du voyage, mais sans vraiment le savoir. C'est un privilège énorme d'avoir le goût du voyage en tant qu'enfant. Et je sais que mes grands-parents, eux aussi, voyageaient, mais à l'époque, c'était dans une toute petite caravane pour leur âge, donc dans les années 40, 50, eux voyageaient beaucoup en Europe dans leur petite caravane. Donc peut-être que je tiens ça d'eux, ça doit être génétique. Ah ouais, c'est très possible. Et alors, quel type de voyageur tu es, toi, quand tu pars à l'aventure? J'ai presque tout fait au niveau du voyage. Le tout début, j'ai voulu vraiment me mettre à la place de quelqu'un de local, en fait. Ma première destination, c'était en Irlande. Et tout de suite, j'ai voulu trouver un travail et vraiment m'insérer dans la vie parce que je voulais connaître l'ADN du pays, en fait. Et c'est ça plus mon filtre quand je voyage. C'est je veux vraiment essayer de connaître le pays. Ouais, je comprends. Donc, à travers les locaux et à travers vraiment les lieux un peu plus confidentiels. Ouais, c'est ça. Donc en fait, il y a toujours le côté Instagram, entre guillemets. Donc les photos, tout le monde voit O'Connell Street à Dublin et puis les pubs, etc. Mais moi, je voulais vraiment, à travers, voilà, trouver un travail avec des locaux et puis des amis qui sont locaux, aller là où les autres ne vont pas. Ouais, je comprends. Peut-être que tu peux nous parler un petit peu de ton passé d'immigré, d'expatrié, puisque tu as vécu dans d'autres pays que le Canada, il me semble, avant d'arriver à Calgary. Oui, pas mal en fait. Donc mon premier pays, c'était l'Irlande pendant à peu près un an où j'avais travaillé pour Hertz dans un call center. J'avais 23 ans, c'était vraiment le premier boulot en dehors de l'école de commerce que je venais de terminer.
Et puis, donc ça, c'était en Irlande pendant à peu près un an. J'avais aussi écrit pour Le Petit Futé, le guide de voyage. Je sais même pas s'il existe toujours. Euh, je pense que oui. Mais j'avais écrit la version Irlande. Alors ça avait été génial parce que ça m'avait permis de vraiment voyager, entre guillemets, pour le travail. Et c'est ça la chose que les gens qui écoutent ça se disent, ah oui, oui, mais il a eu de la chance, etc. Mais en fait, le truc, c'est que on peut vraiment trouver des plans comme ça. Il suffit juste de s'informer. Et j'avais trouvé le plan du Petit Futé, mais c'était sur leur site internet. Si vous êtes, il y avait une liste de pays. Si vous venez de ces pays-là et que vous savez à peu près écrire, envoyez-nous votre CV, etc. C'est comme ça que j'avais trouvé le plan Le Petit Futé. J'avais vraiment adoré. Et donc c'était voilà une année en Irlande. Et sur la fin de l'année en Irlande, j'étais parti en Afrique du Sud. Pareil, pendant une année, le lien avec l'Afrique du Sud, j'avais rencontré quelqu'un qui était devenu ma copine à l'époque. Et puis en arrivant en Afrique du Sud, au bout de 10 jours, elle elle me lâche. Donc Ah non! donc je me retrouve tout seul dans un pays que je connais pas. Et à ce moment-là, je me suis dit, bon bah qu'est-ce que je fais? Est-ce que je rentre ou pas? Et je me suis dit, non, je rentre pas parce que le goût du voyage, je l'avais déjà eu en Irlande en fait. Juste quelques semaines en fait. Je me suis dit, mais il y a tellement de choses et d'endroits à découvrir que je vais pas rentrer tout de suite. Et donc voilà, en Afrique du Sud, au Cap, je suis resté à peu près un an après. Une expérience hallucinante. Donc pareil, dans l'idée du voyageur de connaître vraiment l'ADN du pays. Donc voilà, trouver un travail, des amis, rester à l'écart des Français aussi. Ça, c'était quelque chose, c'était très important pour moi à l'époque, c'était de ne pas rencontrer de Français parce que je voulais apprendre l'anglais, je voulais vraiment comprendre. Pour moi, en fait, une partie de l'apprentissage d'un pays, c'était comprendre l'humour des gens là-bas. Et donc, on peut pas apprendre l'humour si on ne parle pas parfaitement la langue. Donc, c'est pour ça que je restais un peu à l'écart des Français à l'époque. Ce qui est complètement différent maintenant, c'est rigolo. Mais... Et donc voilà, c'était le chapitre Afrique du Sud. Avec évidemment des voyages à droite à gauche dans la partie centrale et de l'Afrique du Sud, donc la Zambie, Zimbabwe, Namibie, voilà, plein de destinations à droite à gauche, histoire de connaître un peu aussi les alentours pour mettre le pays dans son contexte. Et j'avais eu la chance de voir Nelson Mandela parler. Enfin, c'était vraiment à l'époque où l'Afrique du Sud était la nation arc-en-ciel. Ça, c'était vraiment une chance inouïe. Ouais, j'imagine. C'était incroyable. Et donc voilà, j'avais 24-25 ans. Après l'Afrique du Sud, je me suis dit j'aimerais bien visiter l'Amérique du Sud. Bon, j'avais un petit peu d'argent à l'époque, mais ça me dérangeait de payer un billet d'avion à 2000 $. Donc en fait, je suis allé au Yacht Club du Cap et je me suis présenté et j'ai rencontré des skippers. Et il y a Étienne qui m'a dit bah écoute, est-ce que tu veux venir avec moi? Je fais une livraison de bateau du Cap jusque dans les Caraïbes. Est-ce que tu veux venir avec moi? Donc évidemment, moi, bah oui, absolument. Et donc on a traversé l'Atlantique pendant 35 jours. On a fait une livraison de bateau du Cap jusqu'à Tortola, en fait, c'est dans les British Virgin Islands, donc du côté anglais. Et donc c'était voilà une expérience de vie assez incroyable, les 35 jours à traverser l'Atlantique. Et donc voilà, j'étais à côté de l'Amérique du Sud, donc là cette fois-ci j'ai dû prendre un avion parce que le Venezuela à l'époque c'était pas très sûr. Et je suis allé à Lima, puis à Cusco, et le Pérou, enfin l'envie du Pérou, c'était de découvrir l'Amérique du Sud. Et j'ai trouvé un travail à Cusco pendant un an et je vendais des chemins Inca, les chemins Inca de 4 jours, 3 nuits. Et donc c'était mon premier pied dans le tourisme d'aventure. Une carrière que j'ai fait pendant après 7-8 ans. Mais c'était voilà, mon premier prix à l'étrier du tourisme d'aventure. Et donc là, je suis resté à peu près 6 mois la première fois au Pérou, mais j'y suis retourné pendant 6 ans après parce que j'avais un travail qui était super intéressant et je m'occupais de la logistique pour un tour opérateur australien. Ah ouais, et donc c'est là après que tu as rencontré ta femme aussi? Non, je l'ai rencontré là, la première fois au Pérou, en fait. Avec Lindsay, on s'est rencontrés sur un petit bateau sur le lac Titicaca. On était les deux voyageurs en solo et il y avait une nuit chez l'habitant. Bah, ils nous ont mis ensemble chez le même habitant, en fait. Et puis, bah, c'est de là qu'on a commencé à discuter et qu'on s'est rencontrés. C'est ça. Digne d'un film presque.
Ouais, 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 presque, ouais. Et donc ta femme, elle est canadienne, c'est bien ça? Ma femme est canadienne, elle est de l'Alberta, du Central Alberta en fait, un petit village enfin un village, une petite ville qui s'appelle Red Deer. OK et donc est-ce que c'est comme ça que tu as atterri, à Calgary finalement? Oui, alors fast forward là un petit peu avec Lindsay, donc en fait on a vécu au Pérou ensemble un petit peu, et puis Lindsay est tombée enceinte et on s'est posé la question de savoir où on voulait élever un enfant. Et à l'époque, il y avait plusieurs options, il y avait l'Europe, il y avait même l'Amérique centrale, parce on avait bougé juste au Nicaragua à ce moment-là. Et il y avait le Canada. Et moi, je voulais pas rentrer en Europe, en tout cas pas en France pour élever un petit. Et donc, il nous restait le Nicaragua et le Canada. Et on s'est dit, on fait le Canada parce que c'est vrai que le Nicaragua, il y a plein de choses qui sont bien, mais pour l'éducation d'un petit, pour nous en tout cas, on s'était dit, bon voilà, on retourne au Canada. Et en plus, il y avait l'accès avec de la famille de Linz, donc ça offrait quand même des possibilités d'aide qu'on n'aurait pas eu au Nicaragua. C'est ça et donc pour toi, c'était une première au Canada? Oui, 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 c'était une première. Je l'avais visité pendant un été, juste après notre mariage, mais c'était vraiment une première. Mais ce que je savais du Canada, en fait, c'était que c'était une société un peu plus, comment on dit ça? Kind en anglais, mais gentil en français, C'est autre chose, hein, c'est plus c'est fort. autre chose, Kind, ouais. ouais. Bienveillante, Kind, c'est plus fort. Bienveillante, voilà, c'est ça, t'as raison, ouais. Une société bienveillante qui, bon, évidemment, ils ont différents problèmes qu'on n'a pas forcément en France, etc. Mais c'est vraiment une décision qu'on n'a jamais regrettée. Moi, je suis très content. Olivier, maintenant, il a 10 ans. Il est dans une école qui est super, avec des profs qui sont incroyables. Et je ne sais pas si on aurait eu la même expérience en France. Je ne pense pas. Mais bon, on après, saura c'est vrai jamais, que les hein. choses. On ne saura jamais. Mais en tout cas, je suis content de où on est. Donc, c'est une bonne décision. Bon bah du coup, on rentre complètement dans le vif du sujet. Je serais curieuse de savoir, enfin d'en savoir un peu plus sur bah, ta passion pour la pâtisserie finalement. Parce qu'on a parlé beaucoup du voyage, t'as beaucoup voyagé, t'as vécu dans plein de pays, tu t'es retrouvé au Canada. D'où est-ce que ça sort là, cette passion de pâtisserie? La pâtisserie, donc moi j'ai fait commerce et marketing, une école de commerce et de marketing, donc pas du tout les métiers de main ou les métiers de bouche en fait. Et à l'époque, je sais pas si c'est toujours comme ça en France, mais les métiers de bouche il n'y avait pas vraiment de rayonnement. Enfin, on faisait ça parce que on pouvait pas faire autre chose, malheureusement. Et donc, quand je suis arrivé au Canada, avant de pouvoir travailler et d'obtenir mes papiers, il s'est passé à peu près une dizaine de mois, entre 6 et 10 mois, où je ne pouvais rien faire d'autre que du volontariat. Ah oui, Donc, dans ce cadre du volontariat, moi, j'aime bien tout ce qui est radio, multimédia, etc. Donc, je faisais du volontariat pour une radio francophone de Victoria, dans la Colombie-Britannique. Et dans le cadre de cette émission que je m'étais complètement créée, j'interviewais des entrepreneurs francophones et français. Et il se trouve que je me suis très bien entendu avec deux Français qui avaient leur boulangerie, non, leur pâtisserie à Victoria. Et ils m'ont proposé de venir, voilà, apprendre comme ça, quoi, un petit peu, et puis un peu plus formellement j'obtiens mes papiers. Donc j'ai obtenu mes papiers et j'ai appris beaucoup de choses de leur part. Et je me suis dit, mais c'est génial en fait, l'idée de faire quelque chose de ses mains. Enfin, moi, j'ai beaucoup aimé l'idée, voilà, de créer de ses mains parce que c'était quelque chose, moi, que j'avais intégré comme, bah, on fait pas ça, quoi. C'est pas quelque chose qu'on fait. Et donc là, je me suis dit, bah voilà, c'est parti, on le fait. J'ai vraiment envie de creuser là-dedans et de partir dans cette aventure-là. Et voilà, et au bout, j'ai travaillé avec eux pendant, je sais plus, 6 mois. Et je me suis dit, j'ai envie de créer, j'ai envie de faire mon entreprise. J'aimais pas trop travailler pour les autres, pour mille raisons. Et je me suis dit, donc voilà, on va créer notre propre entreprise. par rapport à la pâtisserie, c'est-à-dire que ça s'était vraiment j'avais manifesté avant entre guillemets, genre t'as vraiment découvert ça au Canada à ton arrivée finalement.
Ouais, j'ai découvert ça au Canada à mon arrivée. En France, on a tellement de chance parce qu'on grandit avec des grands-mères, des grands-pères qui font des choses incroyables Oui, autour de ça nous. oui. Mais ça, Mais toi faire. mais moi à faire, non. Mais je veux dire, mes grands-parents, ma tante, ma mère, même mon père, ils ont, enfin, tout le monde cuisine autour de moi. J'ai grandi. Bon, pour moi, c'était normal. Mais de là à créer quelque chose et au niveau professionnellement, bah non, quoi. Enfin, en tout cas, à l'époque, je dis, bah non, c'est pas possible. Et donc après cette expérience dans cette pâtisserie de Victoria, je me suis dit, bon, j'ai envie de le faire, mais à ma sauce, entre guillemets. C'est à l'époque où on a décidé avec l'INSEE de partir de Victoria, de bouger à peu près 1000 kilomètres à l'est de Victoria, à partir dans les Rocheuses, à Calgary, et c'est de là qu'on a ouvert Olia Macaron and Tea. Mais au départ, quand tu sais, votre projet, entre guillemets, au moment où vous vous installez au Canada, toi, tu sais que tu vas devoir faire du bénévolat. Hmm. Au départ, qu'est-ce que tu avais en tête? Parce que t'es pas encore dans la pâtisserie, puis si t'as envie de monter ta boîte, tu t'imaginais quoi en fait? Rien. En fait, le truc, c'est que j'étais très ouvert. Je savais que en venant au Canada, je pouvais faire des choses que je n'avais jamais fait ou que je pouvais refaire des choses que j'avais déjà faites. Donc, avec un diplôme de commerce et de marketing, c'est tellement bateau ce truc que tu peux te vendre n'importe où, quoi. En plus, les diplômes français ont la cote. Et moi, à l'époque, je parlais déjà bah, les trois langues. Donc français, anglais et espagnol. À travers mes voyages, j'avais appris ces langues-là, mais enfin, je les parlais très bien. Et donc, je me disais, oh, de toute façon, je vais trouver quelque chose. Et donc voilà, non, mais je t'assure, j'étais vraiment, je ne savais pas, j'avais pas Ok, de, je pensais que tu allais peut-être vouloir retourner dans le tourisme, que tu disais que ça t'avait beaucoup plu, et que ouais, c'est vrai que le Canada, le tourisme, c'est quand même ouais, plutôt en vogue. Je pensais oui, du coup que ça allait être plus ça. oui, oui, non, c'était une option. Une option, c'est ça, Mais clairement. j'avais rien, c'était rien sûr à 100%, quoi. Ouais, 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 je comprends. Et du coup, alors, tu as cette idée là de monter ta propre pâtisserie. Peut-être que tu peux nous refaire un peu le cheminement qui t'a mené à tout ça? Yeah, bah, au bout de quelques mois, bah, déjà au bout de quelques semaines à Victoria, je me dis, bon, je sais faire certaines choses, je sais certainement suivre une recette, je comprends, j'aime bien le côté scientifique de la confection du macaron en particulier, parce que c'est de la science, hein. Ouais, complètement. J'aime bien l'aspect difficile et niche. Donc avec Linz, on se dit, on va faire ça, mais ailleurs évidemment. Donc on est retourné sur l'Alberta et on a commencé. Lindsay, elle a un background de marketing, relations publiques, etc. Donc moi, avec mon côté logistique et savoir-faire, on s'est dit, bah, c'est un bon, Ouais, c'était complémentaire, quoi, un bon match. ouais, ouais, on est très complémentaires. Et donc en 6 mois. Après être arrivé en Alberta, on a trouvé un local. Enfin, on avait trouvé un local. Il fallait mettre une cuisine dedans. Ça nous a coûté beaucoup plus que... Enfin, ça, c'est classique, hein, c'est Oui. classique. Puis en plus, les lois étaient différentes d'une province à l'autre. Moi, je m'attendais à des choses et puis finalement, il fallait d'autres choses enfin, bon, bref. Donc, ça nous a coûté un peu plus cher. Mais voilà, on a ouvert, je crois, à peu près un an après être venu de la Colombie-Britannique en Alberta. Et puis, Olia Macaron est né. Et notre petit aussi, Olivier, est né à peu près au même endroit. Donc, on avait beaucoup de choses dans notre vie à l'époque. Ah oui, tu m'étonnes, hein. Ouais, il y avait beaucoup de choses dans notre vie à l'époque. La naissance du petit, la naissance de l'entreprise. Et puis voilà, on s'est lancé en novembre. On est le 20 novembre. Ça fait exactement 9 ans qu'on a ouvert. Waouh! Bon, bah, happy birthday! Ouais, happy birthday, Olia, ouais. C'est génial. Oh, c'est bien. Donc le concept, c'est, on peut acheter des macarons et ça fait aussi salon de thé un peu en quelque sorte, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Bon, après, c'est que du take-out, mais on fait toutes les déclinaisons de macarons, du mini macaron au gâteau de macaron. Bon, évidemment, il y a du thé. On fournit aussi des expériences, donc on donne des cours de macarons. Et c'est moi qui les fais toutes. J'adore donner des cours de macarons. Après 9 ans, je sais pas combien j'en ai fait, mais j'adore toujours. Et puis, on fait des expériences de mariage vin et macarons. Là, par exemple, la semaine dernière, il y a une entreprise qui a fait ça pour sa cinquantaine d'employés. Ça s'est super bien passé. Enfin voilà, ouais, tout se passe très très bien. Ouais, donc finalement, l'accueil, enfin le bon accueil a été fait tout de suite, quoi. Oui, et c'est ça. Je me rappelle de quelque chose qui m'a beaucoup marqué. C'était que même avant d'ouvrir, les entreprises autour de nous
Donc nous, on a pignon sur rue, hein, et on est Mhm. dans un endroit assez achalandé, il y a plein de passages. Donc les entreprises autour venaient nous voir pour nous souhaiter la bienvenue, pour nous demander si on avait besoin d'aide, si on avait besoin de quoi que ce soit, si on voulait faire des collaborations avec leur marque, etc. J'avais trouvé ça mais incroyable au niveau du support, de l'aide, de l'encouragement, quoi. Et j'avais du mal à m'imaginer la même chose en France, dans un contexte où quand on ouvre une entreprise, c'est différent, quoi. T'as senti moins l'aspect concurrence, peut-être plus Entraide. fraternité, Ouais, entraide, ouais, ouais, c'est ouais, ça, ouais. hein. Et je me rappelle, j'expliquais ça à Linz ou aux gens autour de moi, personne comprenait parce que bon, il y a que les Canadiens autour, et ils me disaient, ben non, bah évidemment, enfin, si tu réussis, nous on réussit. Si tu réussis, il y a plus de gens qui arrivent dans le quartier, il y a on peut faire plus de collaborations, on peut faire des machins, etc. Et j'avais adoré évidemment cette approche. Et puis évidemment, on le rendait et on l'a rendu. Et quand il y a des entreprises qui s'implantent autour de nous, on est les premiers. Moi, je suis le premier à envoyer un email. Salut, on est Olia, on connaît très bien le quartier, comment on peut vous aider, quoi. C'est génial. Et au niveau des clients, parce que c'est vrai qu'on parle très souvent de la pâtisserie française, le macaron, est-ce que c'est si connu que ça à l'étranger? Je me rends pas compte. Alors le macaron, il y a 10 ans à Calgary, c'était un peu, il y avait qu'une personne ou deux qui le faisaient. Maintenant, il y en a Ah ouais, plus, donc on a contribué aussi à faire en sorte que le macaron s'implante vraiment à Calgary. C'est très bien. Mais plus le monde en fait, plus les gens l'intègrent dans leur quotidien. Donc il n'y a pas de concurrence, quoi. C'est plus, on travaille tous pour le même objectif, en gros. c'est une société kind, comme on a dit. Exactement. C'est bien, ça fonctionne très bien. On est super content. Mais moi, ça m'a toujours intriguée parce que, comme tu sais, je vis à Montréal, donc au Canada aussi, quoi. Et souvent, on dit, oui, voilà, il y a une bonne pâtisserie française, etc. Et on dit souvent, ouais, mais ça sera jamais aussi bon qu'en France parce que c'est pas les mêmes produits, c'est pas les mêmes fours, c'est pas les mêmes scies. Toi, qu'est-ce que t'en penses de ça? Est-ce que pour toi, c'est vrai ou c'est faux? Que les macarons faits au Canada ne sont pas aussi bons que ceux faits en France? Oui, c'est ça, parce que ce serait pas les mêmes matières premières, ce serait pas les mêmes fours. Toi, t'y crois à ça? C'est quoi ton Alors, ressenti? oui et non. Quand il s'agit du macaron, moi je dirais que non, absolument pas, parce que nous, la farine qu'on utilise, c'est de la farine d'amande. Donc il n'y a pas de gluten. C'est de la farine d'amande de Californie. Celle en France qu'ils utilisent, c'est principalement de la farine de Turquie. Donc c'est pas comme si on avait notre farine en France, quoi. Ou en tout cas pas à grande échelle. Donc avec les ingrédients qu'on utilise, nous on utilise des œufs du coin et bio. Donc on peut pas battre ça. Et le sucre farine, c'est la même chose qu'on pourrait avoir en France. Donc il n'y a pas de différence. Les macarons faits au Canada sont aussi bons que ceux faits en France. Maintenant, quand il s'agit de farine avec du gluten pour faire par exemple des pains au chocolat, des croissants, des baguettes, etc. Là, il faut vraiment trouver de la farine européenne pour avoir des produits aussi bons qu'en France. Parce que la farine aux États-Unis, ce qui d'ailleurs crée beaucoup d'allergies chez les Nord-Américains, a 10 fois plus de gluten que les gluten dans les farines européennes, françaises et italiennes. OK, je savais pas ça. Et ça, c'est le fruit. Alors, il y a plusieurs études, il y a plusieurs manières de l'expliquer, mais ça, c'est le fruit du croisement des espèces de blé pour qu'elles survivent les hivers un peu rudes. Et d'année en année, en fait, ça a contribué au fait que maintenant, il y a 10 fois plus de gluten dans les farines faites ici en Amérique du Nord que en France. Et donc ça affecte plusieurs choses, la qualité du produit et aussi les allergies, euh, les allergies ici. Enfin, tout le monde qui a vécu ou tout le monde qui vit, qui vient d'arriver en tout cas en Amérique du Nord et qui a passé au moins 2, 3 semaines, sait qu'il y a plein d'intolérances au gluten, au, au dairy, enfin plein d'autres choses, mais et Mmh. voilà. Non, mais je te confirme que moi, j'ai développé plein d'intolérances depuis que je suis arrivée, hein. Ah bah tu vois. 2 ans et demi, c'est très compliqué, j'ai perdu presque 10 kilos parce que j'ai arrêté de tout manger, quoi. Ouais. Et, Ouais, ouais. et je t'ai pas la seule. Et il y a plein de ramifications.
Lindt, pareil. Bon, après, c'est pas un blog santé, mais, Non. mais consultez vos docteurs, mesdames, messieurs. Mais ouais, non, il y a plein de problèmes comme ça. Moi, j'ai pareil, même chose que toi, j'ai développé une petite intolérance au gluten. Après, il y a rien de, c'est pas trop embêtant pour moi, mais ouais, il faut le savoir. Mais c'est ça. Au début, tu te dis, est-ce que c'est moi qui suis fou? Est-ce que Ouais, tu te poses plein de questions, donc n'hésitez pas à aller ouais, consulter donc vos docteurs. exactement. Et d'ailleurs, ça me fait venir une autre question. C'est au niveau des saveurs. Tu sais, Mm. ici, on trouve pas du tout les mêmes saveurs. Je sais pas. Ici, je trouve qu'ils aiment bien mélanger souvent plusieurs saveurs. Du coup, toi, comment t'as fait pour choisir un peu les saveurs de macarons que t'allais proposer? Bah moi au début j'avais 1000 idées et Ouais, ça s'est confronté à la réalité des produits qu'on peut c'est trouver ça. ici. Aussi, Euh, ouais. ouais, et donc il y a des produits locaux qui sont super, Saskatoon Berry, enfin c'est des baies en fait de Saskatoon, et d'autres produits locaux avec lesquels j'aime bien travailler. Mais aussi il faut qu'on ait de la framboise, il faut qu'on ait de la vanille, il faut qu'on ait du des choses qui nous rappellent la France aussi. Et donc ça, j'importe des produits français, des marques françaises. Super. Je les aime parce que déjà, ça te donne un produit d'une qualité incroyable. Oui, c'est plus cher, mais l'idée, encore une fois, c'est plus d'offrir un produit incroyable plutôt que d'autres raisons. Donc voilà, marque française pour deux raisons, pour la qualité et aussi pour le fait qu'il y a beaucoup moins de sucre dans les marques françaises. Si je compare, je sais pas, un litre de framboise fait en France et un litre de framboise fait en Californie, la différence de sucre, ça peut être sur un litre, ça peut être de plusieurs douzaines de grammes. C'est énorme, c'est pas possible quoi. Donc voilà, c'est un mélange de saveurs qu'on connaît tous en France hein, et de saveurs d'ici. Génial, ouais. Et donc, c'était la première fois que tu lançais une boîte finalement, que tu Oui, créais une ouais, entreprise. c'était la première fois. Et donc, sur cet aspect-là, peut-être nous en dire un peu plus, toi, sur ton ressenti, là, et puis tu dis que ça fait Ouais, 9 ans. Comment est-ce que tu vois ça, toi? bah finalement, on est naïf parce qu'on n'a pas, on n'imagine pas l'échec. Donc on est très naïf. On se lance dans le projet, il y a pas de moment. Il n'y a pas ces peurs et ces doutes, Bah ça va si peut-être pas t'en as, tu marcher. flippes évidemment parce que tu Ah, regardes quand ton même! compte en banque le jour avant d'ouvrir tes portes et tu te dis, ouais, c'est chaud. Il y a déjà plus rien. Ah bah non, là t'es en négatif là. Là t'es en négatif. Va falloir remonter la pente. Puis voilà, tu te lances dans le truc, corps et âme, tu comptes pas tes heures, évidemment. Moi, je me rappelle, le premier mois avant d'ouvrir, vu que faire des macarons, enfin, qui se lance dans la confection de macarons, quoi? C'est très, très compliqué. Et il y a des différences quand tu les fais au niveau de la mer, à Victoria, et quand tu les fais en altitude, à 1000 mètres d'altitude, à Calgary. Et pendant un mois, moi, j'ai appris ça. Mais je refaisais des macarons qui ne fonctionnaient pas aussi bien que quand je les avais fait au niveau de la mer. Donc là, je me rappelle rentrer, j'ai dit à l'INSEE, je sais plus faire de macarons. Oh non! Et je me rappelle, elle m'ignorait, elle avait pas le temps de m'écouter parce que il n'y a pas d'autre option que faire en sorte que ça marche, quoi. Mmh mh. Et je me rappelais partir à 4 heures du matin et rentrer le soir à minuit pendant un mois, quoi. Et puis après, bah, tu ouvres les portes et puis tu te lances, quoi. Mais ça fait partie du truc. Ça prend une certaine personnalité, en fait, de commencer une entreprise. Et donc là, 9 ans après, ton «bilan» entre guillemets, ce serait quoi? Bon, bah, déjà, je me lève plus à 4 heures du matin, je rentre plus à minuit. Ah! Euh, non, on a une dizaine d'employés et puis on fait entre 3 et 4 000 macarons par jour. Oh là là! On les vend un peu partout en Alberta, Waouh! même un petit peu à BC, enfin en Colombie-Britannique. Et puis c'est très bien comme ça. Je suis très content parce que je privilégie l'équilibre de vie plus que, en tout cas maintenant, plus que plus d'argent. Tu vois, il y a Mmh mh. beaucoup de gens qui me demandent, mais pourquoi vous n'avez pas une deuxième, une troisième, une Ouais, c'est quatrième ça, emplacement et passer à la tout? franchise et compagnie, Ouais, passer la franchise, etc. Et moi, ça m'a jamais vraiment botté parce que ça veut dire encore et toujours plus de et de travail et stress. moins de temps, ouais, de stress et moins de temps pour les choses qui ont plus d'importance que le travail. Par exemple, la famille, les potes,
La mes vie, quoi. passions, la vie, les voyages, etc. Et j'ai jamais voulu faire plus d'argent pour faire plus d'argent. Ça m'a jamais parlé en fait. Et peut-être qu'on peut parler un peu de la différence qu'il y a, tu sais, de la vision un peu de l'entrepreneuriat France vs Canada. Je trouve que c'est assez différent les mentalités. Je pense que tu l'as senti aussi, non? Ouais, bah déjà rien que bah, avec l'exemple de l'ouverture du magasin quand Oui, les gens déjà. venaient ouais, voir et nous demander si on avait besoin d'aide. Enfin, le truc j'avais du mal à imaginer que ça aurait pu être comme ça en France. Après, je peux avoir tort, je sais pas. Mais Mais après, tu sais, quand on annonce qu'on se lance, c'est vrai qu'en France, souvent, on a quand même beaucoup de retours assez négatifs, des gens craintifs qui ont peur pour toi. ouais, beaucoup de peur. Ouais. J'ai l'impression qu'ici, on est plus, en gros, you go, quoi. Puis, tente. Non, c'est exactement ça. Autour de nous, il y avait que des gens qui nous encourageaient et qui nous disaient, même avant d'ouvrir, hein, la famille, les copains, ouais, non, vas-y, c'est bon, je viendrai t'aider, je ferai ça, etc. Et j'imagine que, enfin, les retours, en tout cas en France, que j'avais de certains, c'était ah ouais, du genre ah ouais, tu prends des risques quand même, ou ah ouais, mais c'est pas des macarons en Alberta, ah ouais, enfin, ouais, il y avait toujours des, ouais, donc finalement, je parlais pas trop de mon ouverture d'entreprise en France. Je gardais ça pour nous et c'était vraiment ici, quoi. Ouais, pour te protéger aussi un peu des pensées négatives que tu en as déjà assez Ouais, toi-même, t'as pas besoin d'en avoir plus. ouais. Il n'y a pas de place pour beaucoup de doutes. Donc, ouais. Et j'aimerais bien qu'on en parle parce que donc tu as participé à une émission de télé quand même. Ouais. Alors ça, Qu'est-ce que c'est que cette histoire? qu'est-ce que c'est que cette histoire? L'INSEE reçoit un email d'une productrice de Toronto qui dit qu'il cherche des participants pour une émission de télévision qui passerait sur le Food Network. Et moi, de ma première, moi, enfin d'instinct, moi c'est bah non, c'est mort, j'ai pas envie quoi. Et puis on parle, la productrice insiste et me dit mais non, on aime bien la présence d'Olia sur les réseaux, on aime bien les messages que vous faites passer à travers Olia, on aime bien votre présence, etc. Et je me dis mais qu'est-ce que c'est que ça? Et je lui dis direct, moi je ne suis pas pâtissier de Oui, formation. c'est ça. Moi, Oui. j'ai fait de la pâtisserie. Bon, ça fait 10 ans que j'en fais, mais je fais pas que des macarons aussi. Enfin bon, je fais des macarons pour Olia, mais j'ai appris beaucoup d'autres choses. Tu un peu Un peu diversifié. diversifié, ouais, mais plus personnellement, quoi. Et elle insiste, et je dis oui, en fait, sur le moment. Et en fait, juste après avoir accroché l'appel, je dis, mais qu'est-ce que tu viens de faire? Et en fait, c'était pour une émission de télévision qui s'appelle Wall of Baker. C'était pour être juge. Et quelques mois plus tard, je me retrouve avec tous les grands noms de l'industrie culinaire de l'Alberta. Donc les Pierre Hermé canadiens, tous les grands noms voilà, de la bouffe au Canada, je me retrouvais à côté d'eux. Incroyable. Et voilà, c'était une expérience complètement incroyable de se retrouver déjà sur un studio, enfin dans un studio de télévision avec tous les codes, le travail énorme que cela représente. Tu te lèves devant une caméra de 8 heures du matin à 10 heures le soir, tu as des micros sur toi en permanence, tu es toujours enregistré, tu as 4 caméras sur toi à n'importe quel moment. C'est intense. J'ai jamais vécu mentalement, j'ai jamais vécu quelque chose d'aussi intense parce que il faut réagir, il faut apporter bah, de l'eau au moulin, quoi. Faut dire et tu juges des personnes qui sont en train de faire des pâtisseries devant toi, quoi. Et tu les goûtes après et tu juges ce qu'ils ont fait. Et ouais, c'était intense. C'était très intense même. Et du coup, l'émission, est-ce que c'est un peu comme l'équivalent qu'on a le meilleur pâtissier ou pas trop? Enfin, qu'on ait une C'est un idée. peu Top Chef, Top Chef, mais ouais. c'est Top Chef, mais pour des pâtissiers de maison. Enfin, c'est pas des professionnels. Ça commence avec 4 participants, et puis tu as 3 épreuves, et puis à chaque fois, tu as un participant qui est éliminé, et le dernier gagne, je crois que c'était 10 000 $. Donc c'est pas rien, de un, et de deux, il faut vraiment. Bon, évidemment, c'est au Canada, donc c'est gentil. Il n'y avait pas de Gordon Ramsay. Enfin, on criait pas sur les gens. T'as un peu moins la pression. Ouais, non, c'était un peu plus tranquille, mais c'était tendu quand même. C'était très, très stressant. Ouais, alors que toi, t'étais, entre guillemets, que jury. Ouais. Mais le host, enfin la personne qui présentait, n'hésitait pas justement à nous lancer des questions venues de nulle part.
Et vous, chef David Rousseau, que pensez-vous de... C'était l'horreur. Mais tout s'est très très bien passé. J'ai eu de très bons retours. La productrice avec qui je suis devenu copain, très sympa. Et puis voilà, tout s'est super bien passé et le show a été sorti, je crois, est sorti en 2022. Ah, donc c'est très récent. Oui, oui, c'est très récent. Ouais. Et ça s'est, encore une fois, c'est très bien passé. J'ai rencontré des gens qui étaient super. Et voilà. Mais une expérience canadienne, quoi. Enfin, stressant, flippant, mais très positive. Ah, c'est clair, ouais. Ah, j'imagine. Est-ce que tu veux qu'on ajoute autre chose sur cette expérience ou bah, sur ton entreprise? Non, ça va, sincèrement, non, je pense que c'est une bonne description de la réalité de l'ouverture d'une entreprise au Canada et puis bah, du succès qu'on a eu, quoi. On va dire qu'on clôture toute cette partie, la pâtisserie, et je serais curieuse que tu nous parles un petit peu d'une autre passion que tu as, qui est peut-être pas si connue de tous quand même. Ouais, non, alors pas du tout même. Il s'agit du surf de rivière qui se pratique de plus en plus en Europe et bah, de plus en plus un peu partout dans le monde, mais qui devient très importante pour l'Alberta. Moi, d'origine, après mon année en Afrique du Sud, je suis tombé complètement et éperdument amoureux du surf. Donc là, à l'époque, c'était dans l'océan. Et quand on a bougé en Alberta, à Calgary, qui se situe quand même à 1000 kilomètres du premier océan, je me suis dit, bon, c'est fini pour surfer, c'est terminé. Et un jour, je me balade dans Calgary, je passe le pont au-dessus de la rivière, à l'eau turquoise. Elle est super, cette rivière à Calgary. Et je vois quelqu'un en train de surfer une vague dans cette rivière. Donc je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et donc je me suis un peu informé et j'ai trouvé qu'il y avait une association du surf de rivière de l'Alberta. Et de fil en aiguille, je suis devenu bah, le membre et je suis dans l'association maintenant et je m'occupe de beaucoup de choses pour développer le sport et avoir plus de vagues dans la région. Donc le surf de rivière, pour les gens qui ne connaissent pas, il s'agit de surfer une vague qui est créé donc sur cette rivière qui ne bouge pas, qui est toujours là, et donc tu surfes cette vague. Et la différence entre l'océan et la rivière, c'est quand tu surfes une vague de 25 secondes sur l'océan, c'est génial, c'est magique. La semaine dernière, j'ai surfé une vague pendant 12 minutes sur la rivière, quoi. Donc ça, au niveau technique et au niveau plaisir, c'est incroyable le surf de rivière. Et peut-être que tu pourrais nous dire ce que ça t'a apporté de vivre à l'étranger. J'ai envie de dire sur le plan personnel, professionnel, bon ça on le voit bien, hein, mais personnel, je serais curieuse de savoir ce que ça a nourri chez toi. Euh, le moment où j'ai découvert que je pouvais vivre loin de chez moi et que ça ne tenait qu'à moi, ça a été une liberté. Je me suis dit, je peux aller n'importe où au monde et je peux faire en sorte que ça marche pour moi. Et ça, c'était au niveau bah, confiance en soi et au niveau opportunité. Ça a été une révolution. Enfin, dans la tête, c'est une révolution quand tu te dis que tu peux aller n'importe où et que tu peux faire en sorte que ça se passe bien, quoi. Donc personnellement, enfin voilà, le voyage, ça m'a appris ça, ça m'a appris aussi des nouvelles langues, ça m'a appris l'empathie, se mettre dans la place des gens avec qui tu vas vivre, avec leur vécu, avec l'endroit où ils vivent, etc. Donc l'Irlande, l'Afrique du Sud, le Pérou, le Brésil, l'Argentine, etc. On a survolé un peu les 6 ans au Pérou, mais enfin moi j'ai fait beaucoup de voyages en Amérique du Sud où on allait voir des communautés perdues au milieu de nulle part. Donc voilà, l'empathie et le désir de sauvegarder en fait l'environnement dans lequel on vit. Donc ça, ce sont les leçons principales, je dirais, qui sont ancrées. Bah, je te remercie déjà pour le temps que tu as bien voulu prendre pour qu'on puisse discuter ensemble. Ça m'a fait super plaisir bah, d'en découvrir plus sur la pâtisserie, le Canada. Peut-être que tu pourrais conclure cet épisode en encourageant des personnes qui nous écoutent, qui rêvent depuis toujours de partir vivre à l'étranger, mais qui n'osent pas franchir le cap parce qu'il y a un petit élan à avoir qui parfois bah, est difficile à avoir, quoi. Bah déjà, merci pour toi, ton blog, ton temps, et puis les difficultés techniques de temps en temps à résoudre. Mais merci pour tout ça. Et puis pour les gens qui... Ça, c'est toujours facile, nous, en tant que voyageurs, de regarder les gens qui sont pas partis et de dire, allez, tu vois, c'est pas si difficile que ça. Mais moi, je pense que déjà, il C'est faut, vrai. il faut, il faut admettre que pour les gens qui ne trouvent pas les solutions pour partir, ça peut être beaucoup plus compliqué que ça ne l'a été pour soi-même. Donc déjà, reconnaître ça.
Et puis, et de l'autre côté, oui, c'est vrai, enfin, les barrières, en France, on les aura un petit peu partout, de toute façon. Donc, il faut vraiment trouver l'idée, ce qui nous motive pour partir de France et se dire il y a tellement d'options aujourd'hui, enfin beaucoup plus qu'il y a 20 ans, qui nous aident à planifier les choses beaucoup plus à l'avance. Et je sais que la planification à l'avance, ça aide beaucoup à rassurer certaines personnes qui se diraient, mais qu'est-ce que je vais faire quand j'arrive à Londres ou à Dublin ou à Madrid? Donc on peut beaucoup plus planifier maintenant. Et ça, c'est pour la préparation, mais après, ce qu'on retire du voyage, c'est tellement, tellement puissant et tellement énorme que ça vous change complètement. Ça change votre ADN et je trouve que ça fait en sorte qu'on devienne des personnes meilleures. Et ça, c'est le gros argument en tout cas. Les expériences nous forgent et nous rendent meilleurs. Bah, merci beaucoup pour le petit mot de la fin. Ben non, merci à toi et voilà, je te souhaite plein de bonnes choses. C'est la fin de cet épisode, mais j'ai encore besoin de vous. Si vous avez Apple Podcast, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles et même à mettre un petit avis. Cela m'aide énormément à faire gagner en visibilité à ce podcast. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager au plus grand nombre. Il ne me reste plus qu'à vous dire à lundi pour un prochain épisode des Frenchies autour du monde.